du président zimbabwéen. Robert Mugabe a mis en garde ce matin même à Harare les services de renseignement africains contre les tentatives de l'Occident de susciter des conflits afin d'exploiter les vastes ressources naturelles du continent. Il a soutenu, et je le cite, « Les conflits en Afrique sont largement influencés par les anciennes puissances coloniales qui veulent continuer à détourner à leur profit les ressources du continent. Nos anciens colonisateurs continuent de manipuler les institutions et conventions internationales pour justifier des interventions militaires unilatérales dans les pays africains avec le but essentiel de faciliter l'extraction. Ces scénarios de conflit ont accru la possibilité d'un retour de la présence de troupes étrangères sur notre continent. » Fin de citation. Robert Mugabe a dit que l'Afrique était confrontée à de nombreux problèmes, notamment les variations climatiques, le trafic d'êtres humains et de drogue, le blanchiment de l'argent, le terrorisme et le cyberterrorisme. Les attaques systématiques du système de renseignement ajoutées aux actes de sabotage ont vulnérabilisé l'Afrique, d'où la nécessité pour nos services de renseignement de se tenir au courant des développements technologiques, a souligné le président zimbabwéen. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 23, créé le 6 mai 2012, un an donc jour pour jour, enregistre de plus en plus de défections. Et depuis l'annonce du déploiement prochain d'une brigade spéciale des Nations Unies, avec pour mission de neutraliser tous les groupes rebelles actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, de nombreux combattants désertent les rangs. Selon les autorités congolaises, depuis novembre 2012, 519 rebelles du M23 ont fait défection, 70 pour le seul mois d'avril. Certains ont dit à la BBC leur disposition à se battre contre l'armée congolaise, mais pas contre la communauté internationale. Reportage à Kinshasa de notre correspondante Maud Julien. Dans la base de l'armée congolaise de Bweremana, près de Goma, de récents déserteurs du M23 affirment avoir quitté le groupe par peur d'affronter la future brigade onusienne. Quand on a appris que le M23 voulait quand même s'attaquer avec la MONUSCO, directement on a constaté que ça ne peut pas se faire parce qu'un Africain ne peut pas quand même se combattre avec l'ONU. Toutes les désertions qui se font là-bas, c'est par rapport au type de matériel qu'ils apprennent que la brigade va amener. C'est par rapport à tout cela qui a sémé la panique et qui fait fuir les gens. Pourtant, selon ces anciens éléments du M23, les défections n'ont pas entamé la détermination du groupe. Officiellement, le M23 affirme qu'il ne s'en prendra pas des positions du gouvernement. Mais les ex-rebelles affirment que le groupe est en réalité en train d'élaborer un plan pour déstabiliser la région afin d'empêcher le déploiement de la force onusienne. Il y a des instructeurs rwandais qui sont là, qui sont en train de l'instruire, montrer comment est-ce qu'on peut déstabiliser cette entité, comment prendre une stratégie. Le M23 vers le Séné attaquer les cités de Saki, couvrir la ville de Goma par Saki et vers Calais côté de Moukwija. Quand il prend la ville de Saki, on coupe directement la liaison entre Goma et Bukavu. Directement, les gens qui sont dans la ville de Goma, ils vont fuir parce qu'ils ne resteront plus à Goma. Leur sécurité sera mise en danger. La mission de stabilisation des Nations Unies au Congo affirme avoir renforcé la sécurité autour de Goma depuis sa prise, sans résistance, en novembre dernier par le M23. Elle a établi des bases sur les collines de Mounigi, d'où elle peut voir toutes les entrées de la ville. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, dit qu'il n'est pas inquiet. Je crois qu'aujourd'hui, le M23 est en train de s'occuper d'abord de ses défections au lieu de planifier la guerre. Mais parce qu'actuellement, Goma est quand même fragilisé, Goma est vulnérable. Non, je ne pense pas. Nous avons eu un bataillon commando qui avait été déployé dans la ville de Goma au terme de l'accord de Kampala. C'est un bataillon renforcé qui a tous les moyens nécessaires. Il y a moins de FARDC que quand la ville avait été prise en novembre. Oui, il y a moins de FARDC, mais ce qui compte, c'est la détermination. On sent que les éléments qui sont déployés actuellement, ils sont déterminés, ils ont la logistique, ils sont nourris, ils sont bien entretenus. Selon la MONUSCO, la majorité des troupes de la brigade d'intervention devraient être déployées d'ici la fin du mois de mai. Son commandant et certains soldats sont déjà sur place. À Goma, Maud Julien pour BBC Afrique. Et des responsables du M23 ont affirmé que ces défections n'enlèvent rien à leur détermination à se battre contre la brigade spéciale des Nations Unies. Vous entendrez. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Il y a un an tout juste naissait une nouvelle rébellion dans l'est de la République démocratique du Congo, le M23, ou le mouvement du 23 mars, en référence à un accord signé le 23 mars 2009 entre le gouvernement et l'ancêtre du M23, le CNDP. Alors Sonia Rollet, c'est officiellement pour protester contre la non-application de cet accord par Kinshasa que cette rébellion a vu le jour.
Avant même le M23, il y a eu la désertion de Bosco Ntaganda. Le général congolais et ancien chef du CNDP craignait peut-être d'être arrêté et transféré à la Cour pénale internationale. Il décide en tout cas de prendre le maquis avec ses fidèles. Il est petit à petit rejoint par les mécontents de l'accord du 23 mars, des militaires qui se plaignent de ne pas percevoir leur salaire, leur équipement, d'être abandonnés par Kinshasa. Recherché par la CPI, Bosco Ntaganda n'est peut-être pas la figure la plus présentable pour amorcer une négociation. C'est alors que naît le M23, une nouvelle rébellion avec un chef moins exposé médiatiquement, Sultani Makenga. Le gouvernement congolais n'est pas prêt à négocier. Il entrevoit la possibilité de mettre fin au système CNDP au Nord Kivu et attaque la nouvelle rébellion. Il faut dire qu'au départ, le M23 n'a que peu de moyens et d'hommes. Entre ce moment et la prise de Goma le 20 novembre 2012, que s'est-il passé? D'après le groupe d'experts de l'ONU, le Rwanda et l'Ouganda auraient apporté leur soutien au M23, ce que les deux pays démentent. La prise de Goma, c'est en tout cas une gifle pour Kinshasa et le pas de trop. La communauté internationale exige le retrait des rebelles de Goma et fait pression sur Kigali. En décembre, des négociations avec Kinshasa finissent par s'ouvrir à Kampala, mais elles piétinent depuis. Le M23 en a profité pour régler ses comptes en interne et Bosco Ntaganda a dû se rendre à la CPI. Un an plus tard, le mouvement règne sur le territoire de Rutshuru en attendant une solution politique ou d'être délogé par la brigade d'interposition de l'ONU. RFI Paris, merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pratique du Congo, dans le Nord Kivu, un conseiller pour les écoles primaires est porté disparu depuis hier. Sa famille affirme qu'il a été enlevé et jusque-là, aucune nouvelle. Idriss Fall a obtenu des précisions avec Godé Ichiri Aguma, défenseur des droits de l'homme congolais basé ici aux États-Unis. Il y a un conseiller de l'école primaire qui s'appelle Bahati Biende Gracier. Il a été enlevé le dimanche. On ne sait pas là où il est. Sa famille est en train de chercher presque partout. Mais il a élevé à un endroit qui s'appelle Mutabo. Quand il venait de Busanza saluer sa famille au village. L'information qui nous a été donnée, on nous dit qu'il était recherché par les rebelles de M23 de Sultani Makenga. Mais pourquoi un tel enlèvement? Est-ce que c'est la première fois qu'on enlève des gens dans le Nord Kivu? Non, ça se faisait depuis longtemps, mais on avait pensé peut-être que comme la rébellion change de chef tout le temps et on disait que Makenga semblait être en collaboration un peu avec la population, mais nous voyons que c'est la coutume des enlèvements. Leur objectif était d'enlever les intellectuels et les autres activistes des droits de l'homme qui pouvaient parler pour la population. On se rappelle Bosco Ntaganda à Goma, les enlèvements, il y avait même des représentants de la société civile qui avaient été bastonnés. Est-ce que là c'est le cas? C'est le même cas, c'est la coutume, puisqu'il n'y a pas maintenant la différence entre Makenga. Pour eux, si vous ne participez pas dans leur groupe, vous devez normalement partir. Alors, celui qui a été enlevé, on ne sait pas s'il est encore en vie, s'il n'est pas encore en vie. On croyait que le M23 voulait discuter avec Kinshasa. Oui, le M23 voulait discuter avec Kinshasa. On avait commencé de pourparler à Kampala quand Ntaganda était encore là. Mais quand Ntaganda s'est décidé de se livrer à la CPI, Sultani Makenga a pris le dessus. Lui aussi, il a demandé que les pourparlers qui avaient déjà commencé juste à Kampala, que ça ne le regardait pas, qu'il a fallu que Kinshasa ouvre encore des pourparlers avec lui. Mais les pourparlers à Kampala, moi je pense que ça ne pouvait rien donner, puisque Kampala aussi est accusé parmi les gens qui soutiennent la rébellion. On ne peut pas quand même le demander de cesser le faire chez quelqu'un qui brûle chaque fois la maison. Donc on ne sait pas pourquoi pour le moment il n'y a pas de consensus, puisque ce qu'elle demande, je pense que c'est l'imbroglio. On ne sait pas s'ils veulent la paix, s'ils ne veulent pas la paix. Voilà la question qui est là. Godé Ichiri Aguma, un Congolais défenseur des droits de l'homme basé ici aux États-Unis. Dans le Sud Kivu, 3 ministres provinciaux viennent de perdre leur poste suite à des motions de défiance des députés provinciaux. La province du Sud Kivu est la seule en RDC qui a changé 4 fois de gouvernement à cause de motions depuis 2006. Reportage de Jolie Kamuntu, notre correspondante à Bukavu. Ces 3 ministres sont notamment Étienne Babunga de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité, Willy Kiriza des Infrastructures et Travaux Publics et Boaz Amangou de Finances. Au ministre de l'Intérieur, les députés reprochent l'incapacité à juguler l'insécurité et la criminalité permanente au Sud Kivu. À son collègue d'infrastructure, il est reproché d'avoir mal géré le dossier de déguerpissement des familles dans les maisons de l'État et les élus du peuple ne lui ont jamais pardonné d'avoir maintes fois refusé à répondre à leurs interpellations. Au ministre des Finances, les sceptres
des 6 millions de dollars américains volatilisés dans la province a été l'élément décisif pour le défenestrer. 2 de ces ministres ont estimé n'avoir pas eu assez de temps pour produire leurs moyens de défense. D'abord, le ministre de l'Intérieur. C'est moi seul qui dois organiser la défense comme personne physique. Je ne reviens pas à la procédure, mais j'ai des éléments. Donnez-moi le temps, c'est le droit de la défense, de réunir ces éléments et le produire. J'attends encore votre réponse. Ensuite, celui des infrastructures. La motion de défiance ne peut pas être sans fait. Et ces faits-là, ce sont des faits professionnels. Dans le cadre du mandat que vous m'avez confié, j'ai lu, je relis attentivement et je me suis rendu à l'évidence qu'il n'y avait pas un fait qui m'était reproché. Le troisième, lui, celui des finances, était en mission de service pendant ce temps. Et la population est partagée par rapport à cette déchéance. Certaines personnes apprécient et d'autres pensent que même au sein de cette assemblée provinciale, les choses ne marchent pas bien, surtout que c'est un organe élu depuis 2006 et donc hors mandat depuis 2011. En fait, moi, j'ai apprécié la manière dont les députés s'est comporté. Ils ont finalement voté la motion contre les 3 ministres. Pensons que c'est important, mais aussi, on ne doit pas dire que ça suffit parce que il y a de ces ministres-là qui ont encore des mains sales. Nous les disons tout haut, que ça ne va pas aussi à l'Assemblée provinciale. Dès lors que c'est depuis 2006 que nous avons élu les députés provinciaux et que jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un rapport financier de l'Assemblée provinciale. Ce démembrement du gouvernement provincial vient s'ajouter à la chaise vide au poste du vice-gouverneur qui a été élu ministre national depuis novembre 2011 et qui n'a jamais été remplacé. Bukavu, Jolie Kamuntu, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pratique du Congo est le pire pays au monde pour être une mère. Selon le dernier indice des mères de Save the Children, l'ONG estime qu'il existe toujours d'énormes fossés entre les pays pauvres et les pays riches. Les résultats ont aussi montré que la Finlande est le meilleur pays, suivi de la Suède et de la Norvège. Le cas de la RDC s'explique par la guerre qui a accentué la pauvreté et les mères qui ont été abandonnées à leur sort. Natasha Kust est la représentante pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de Save the Children. Cette année, l'indice était un peu différent, mais malheureusement, je peux dire pour l'Afrique subsaharienne, nous sommes dans les 10 dernières places, avec la RDC en dernière place à 176. Je peux dire aussi, à partir de Somalie, tous les derniers 10 sont les pays en Afrique ouest et centrale. Mais je peux ajouter quand même le Cap-Vert et le Sénégal, ils avaient une place plus haut. Ils restent les meilleurs pays pour être mères. Le Cap-Vert et le Sénégal. La RDC arrive en dernière position, oui. Vous venez de le dire. Qu'est-ce qui explique ce mauvais classement? Je ne pense pas que c'est une grande surprise, mais parce qu'on connaît l'instabilité sur l'Est de RDC. Vous connaissez que l'éducation en général, surtout l'éducation des femmes, l'investissement dans les services basiques, surtout le médical et l'éducation, est très faible. C'était depuis les crises, ils avaient du mal de réinvestir comme il faut, surtout dans les hôpitaux et les cliniques. Vous avez les femmes qui marchent 3 jours pour arriver à une clinique. C'est pas toujours sûr qu'elles vont voir un médecin ni avoir les médicaments. Et quels sont les critères qui sont pris en compte pour établir ce classement? Cette année, c'était 5 indices. Ça tourne autour de la santé maternelle en général, la santé infantile, l'éducation, surtout l'éducation des femmes, revenus en général, mais les revenus des femmes, et ce qui a changé, qui est très intéressant, le statut politique des femmes dans un pays. Ça veut dire les représentations d'une femme au gouvernement, les voix des femmes dans un pays. Natasha Kust, la représentante pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de Save the Children, elle a été interviewée par Hervé Young. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, à l'approche de l'intervention de la force spéciale onusienne dans l'est du pays pour lutter contre les groupes armés, des membres du M23 se rendent quotidiennement à l'armée congolaise, a dit à la Voix de l'Amérique le colonel Olivier Amouli, porte-parole des FARDC dans le Nord Kivu. Il applaudit ce type d'initiative tout en appelant les combattants à suivre le mouvement de reddition.
Lundi, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, a dit qu'au moins 519 rebelles du M23 se sont rendus depuis mai 2012, date de la création du mouvement dans l'est du pays. Pour ce qui est de leur éventuelle intégration dans l'armée, M. Amouli a précisé que ces ex-combattants sont mis à la disposition de la hiérarchie militaire pour une décision finale à partir de Bouéremana, la base actuelle de la 8e région militaire des forces armées congolaises. Nous sommes en train d'enregistrer du jour au jour des redditions en provenance du M23. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a encore d'autres officiers qui se sont rendus et même on nous a aussi renseigné qu'il y a une compagnie qui a pu aussi se rendre. Ils ne sont pas encore arrivés au niveau de FARDC, mais ils se sont tout simplement désengagés de la position qu'ils occupaient dans la localité de Kaunga, non loin de Kiwanja. Alors est-ce qu'ils se rendent en grand nombre ? Ils se rendent en grand nombre, mais aussi de temps en temps en petit nombre. Mais c'est chaque jour qu'on est en train d'enregistrer la révolution. Et nous encourageons cette initiative-là pour des Congolais qui comprennent que ce n'est pas la raison de tuer leurs compatriotes. Et ils ne comprennent pas aussi la raison pour laquelle ils sont en train de se battre. Et c'est pourquoi ils reviennent à la raison. Et nous sommes prêts à les accueillir. Autant qu'ils le voudront, nous pourrons les accueillir chaque jour. Est-ce qu'ils vont être réintégrés dans l'armée? Si c'est le cas, est-ce que vous prévoyez des étapes particulières de contrôle? S'ils parviennent à se rendre, je ne dis pas qu'ils sont intégrés directement au sein de FARDC, mais pour autant qu'ils se font montrer devant les autorités congolaises, ils seront utilisés à bon escient pour apaiser tant soit peu la souffrance de nos populations qui ont tant souffert avec les exactions du M23. Vous avez déclaré dans la presse congolaise que le M23 était en passe de se renforcer. Vous dites avec des éléments étrangers près de la frontière avec l'Ouganda. De qui voulez-vous parler quand vous dites des éléments étrangers? Oui, ce sont des éléments selon la société civile qui nous les rapporte ainsi que la population qui vit dans cette contrée-là de Rutshuru, notamment dans le mouvement de Busanza, tout près de la frontière avec l'Ouganda. Ils observent un mouvement des hommes armés qui ne sont pas d'origine congolaise. On ne sait pas très bien déterminer leur nationalité. Et pour votre information aussi, il y a des enlèvements qui se font du jour au jour. Et le M23 est en train de demander des rançons. Chaque fois qu'ils enlèvent des personnes, maintenant ils procèdent à la demande de rançon. Maintenant, nous sommes au niveau de 2 ou 3 cas dans une semaine. Le M23 vous accuse régulièrement de collaborer avec les FDLR et l'armée congolaise porte les mêmes accusations contre le M23. Est-ce que l'on peut savoir exactement ce qu'il en est par rapport à ce groupe dont certains membres, rappelons-le, sont recherchés par le Rwanda pour génocide? C'est très facile de comprendre que c'est une propagande pour le M23 pour s'attirer la sympathie du Rwanda, qui sont leurs alliés. Et vous savez très bien qu'à partir de 2009, quand on a commencé avec l'opération Omo-Jawetu, ce sont les forces armées congolaises qui ont commencé à combattre les FDLR. Et quand le CNDP a intégré d'une manière accélérée les FARDC, on a combattu les FDLR et la MONUSCO est témoin, les statistiques le prouvent. Il n'y a jamais eu autant de rapatriés au Rwanda des FDLR que lorsque nous avions commencé à traquer les FDLR. Mais aussi, pour votre information, depuis que le CNDP ou le M23 a commencé à combattre les FARDC, nous n'avons jamais noté un affrontement entre les FDLR et les forces du CNDP ou du M23. Alors, est-ce que certains membres de la force d'intervention spéciale onusienne sont déjà arrivés sur place? L'état-major est en train de se mettre sur place. C'est un processus qui est en cours. Nous avons une vocation commune, c'est de rétablir la paix, de désarmer les forces négatives et nous le ferons conjointement. C'est l'une des solutions que nous estimons la plus efficace. C'était le colonel Olivier Amouli, porte-parole de la 8e région militaire des forces armées de la République démocratique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ce ne sont que des intimidations, qu'ils arrêtent ça. S'ils nous provoquent, nous riposterons à temps. C'est en ces termes que s'est exprimé hier le ministre tanzanien des Affaires étrangères, Bernard Membe, devant l'Assemblée nationale de son pays. Pour le chef de la diplomatie tanzanienne qui accuse le M23 de tuer, violer et déplacer des milliers de personnes, le moment est venu de secourir leurs frères congolais. Aussi, ajoute-t-il, notre armée est très forte, nous irons en RDC comme avocats de la paix pour la restaurer dans la maison
maison en feu de notre voisin. Une réponse à la menace du M23 dans une lettre adressée au Parlement tanzanien le 11 avril dernier par son président politique Bertrand Bisimwa. Ce dernier y affirmait que ces hommes s'étaient toujours imposés face à des forces plus importantes et mieux équipées et que la même chose arriverait à la brigade d'intervention s'ils n'arrêtaient pas cette dangereuse aventure. En plus de la Tanzanie, sachez que le Malawi et l'Afrique du Sud fourniront également des troupes à cette brigade. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Je vous le disais en titre, en République démocratique du Congo, un casque bleu pakistanais a été tué hier dans une attaque contre un convoi de la MONUSCO, la mission des Nations Unies déployée dans l'est du pays. Attaque menée par des éléments armés non identifiés dans le sud Kivu. Le colonel Félix Bass est le porte-parole de la MONUSCO. Que s'est-il passé au juste? 15 kilomètres de Bukavu, ils sont tombés sur une embuscade tendue par des éléments armés non identifiés qui avaient mis des troncs d'arbres à travers la route. Et une fois que le véhicule de tête est arrivé au niveau de cet obstacle-là, ils ont lancé l'attaque sur le véhicule de tête et ont réussi à tirer sur un des casques bleus qui succombera plus tard après son évacuation à l'hôpital de Bukavu. Une unité d'intervention rapide a été déployée sur place, ainsi qu'une autre unité constituée de blindés légers. Et on n'a aucune idée de qui cela peut être. Non, c'était un groupe armé non identifié. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'informations complémentaires, mais nous poursuivons le travail sur le terrain parce que cet acte ne saurait non plus rester impuni. Propos recueillis par Bruno Minas. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ont été commises en novembre 2012 lors des combats entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 dans la ville de Goma au nord Kivu en RDC, ainsi que lors de la retraite donc des forces armées congolaises vers le sud Kivu. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONU. Ainsi, l'enquête a documenté 135 cas de violences sexuelles commises par les éléments des FARDC autour de Minova. Mais les rebelles du M23 ne sont pas en reste. Scott Campbell, chef du bureau des droits de l'homme à la MONUSCO. Il y a eu des deux côtés les violations de l'intégrité physique, notamment à travers des cas de violences sexuelles très graves. Donc du côté M23, nous avons documenté 59 cas de violences sexuelles, principalement des cas de viol. Mais aussi nous avons documenté 11 cas des civils qui ont été exécutés arbitrairement. Du côté de l'armée congolaise, on a vu aussi les cas de viol massif. De ce côté, nous avons documenté 135 cas de violences sexuelles, dont 102 femmes et 33 filles victimes de viol et d'autres actes de violence sexuelle. Et puis toujours en RDC, la mission des Nations Unies va enquêter pour déterminer les circonstances et les auteurs du meurtre d'un casque bleu pakistanais tué mardi à Walungu au sud Kivu. Le porte-parole de la MONUSCO dans la province, Bilyaminu Alao, l'a déclaré à la presse ce mercredi à Bukavu. Il est aussi revenu sur les circonstances qui ont entouré l'attaque du convoi de la MONUSCO par des hommes armés. On écoute Bilyaminu Alao qui est interviewé par Astrid Mujinga de Radio Okapi. Effectivement, un convoi de soldats pakistanais de la MONUSCO qui avait quitté Bukavu pour Walungu se rendait dans cette localité pour ravitailler d'autres soldats qui se trouvaient à cet endroit-là est tombé dans une embuscade entre 18h50 et 19h. Une dizaine d'hommes auraient barricadé la route et il y aurait eu des échanges de tirs entre les soldats de la MONUSCO et ce groupe d'individus non encore identifiés. Suite à cet échange de tirs, un soldat pakistanais a été atteint et il serait décédé après, n'est-ce pas, son rapatriement à Bukavu dans notre hôpital. Est-ce qu'on a pu identifier les assaillants? Est-ce qu'il y a une enquête qui est ouverte ou bien qu'est-ce qui se passe présentement? Actuellement, une enquête est en cours pour déterminer exactement les circonstances et les assaillants. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la République démocratique du Congo, un casque bleu pakistanais a été tué dans une attaque contre un convoi de la MONUSCO. Je vous propose d'écouter les précisions du porte-parole de la mission onusienne dans le Nord Kivu en RDC. Alao Bilyaminu est interrogé par Paulin Bachengezi. Dans la soirée d'hier, un convoi de la MONUSCO de casques bleus pakistanais avait quitté Bukavu pour Walungu avec du ravitaillement. Et sur le chemin, ils sont tombés dans une embuscade. Une dizaine d'hommes environ avaient barricadé la route à environ 18 km de Bukavu, à un endroit qu'on appelait un marché de choux. Et à cet endroit-là, ils ont attaqué la voiture et ils ont pris
l'un des hommes pour l'amener vers la brousse. L'un de nos soldats a été blessé sur le champ. Les assaillants ont pu prendre avec eux 3 armes avec lesquelles ils sont partis. Nous ne savons pas encore qui sont ces assaillants-là. Les enquêtes sont actuellement en cours, mais le soldat qui a été atteint est décédé lorsqu'il a été acheminé dans notre hôpital ici au quartier général de Bukavu. Dans cette affaire, j'ajoute que 2 personnes ont été arrêtées ce mercredi dans un village de l'Est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, dans un rapport publié ce mercredi, l'ONU dénonce les exactions des soldats de l'armée de la République démocratique du Congo. Ils ont violé au moins 135 femmes et filles qui fuyaient une avancée des rebelles fin 2012. C'est ce que dénonce un rapport publié ce mercredi à New York. Une ONG congolaise lance la première campagne d'envergure contre l'enrôlement d'enfants, dont beaucoup de fillettes, par des groupes armés. L'UNICEF estime que plus de 4500 enfants sont enrôlés de force dans toute la RDC par les forces armées. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Au rapport des Nations Unies, plus de 100 femmes ont été violées par des rebelles et soldats congolais à la fin 2012 au cours d'une offensive sur Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ONU demande aux autorités congolaises d'engager des poursuites contre les auteurs présumés de ces agressions sexuelles. D'après le porte-parole des FRDC, les forces armées congolaises, Olivier Amouli, les faits sont déjà établis et le dossier entre les mains de la justice. Il a été joint par Hélène Alex. Ce dossier-là est très connu, il a déjà connu une avancée considérable, d'autant plus que au niveau du commandement militaire, au niveau de la haute hiérarchie, il y a d'autres mesures qui ont déjà été prises à l'endroit des commandants qui avaient la responsabilité de la troupe à cette période, mais aussi il faudra savoir que le dossier se trouve au niveau de la justice militaire qui est en train de faire son travail en toute indépendance, comme la constitution de notre pays. Les faits sont quand même assez graves. Est-ce que vous avez pris des mesures au sein de l'armée pour ne pas que de tels actes se reproduisent? Oui, les mesures sont déjà prises. Je pense que vous savez que nous sommes en train de vulgariser à tout moment de rappeler les militaires à la discipline et surtout à l'observance des règles du droit international humanitaire ainsi que des droits de l'homme. Le porte-parole de l'armée congolaise, Olivier Amouli, au micro de Hélène Alex. En bref. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Afrique, à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda Tunga Mulongo a affirmé mercredi devant l'Assemblée nationale que l'accord de paix d'Addis Abeba est une voie pour mettre un terme à la guerre à l'est de la RDC. Cet accord a été signé le 24 février dernier par les 11 pays de la région pour amener la paix en RDC. Le ministre des Affaires étrangères qui a affirmé qu'aucun engagement souscrit au terme de cet accord ne porte atteinte à la souveraineté de la RDC. On l'écoute. Le gouvernement congolais a estimé que ces réformes étaient dans l'intérêt de son peuple et a accepté leur inclusion. Contrairement à ce qui a été affirmé, il n'y a pas de déséquilibre dans l'accord cadre, ou en tout cas pas au détriment de la République démocratique du Congo. Ce qui était pour le gouvernement le principal objectif à atteindre dans la négociation et la rédaction de l'accord cadre. Premièrement, le gouvernement tenait à ce que l'accord cadre crée les conditions d'une solution durable de la crise et considérait que pour ce faire, il fallait absolument que pour la première fois soient déterminées les vraies causes de conflit et que soient identifiés les véritables acteurs. Et puis, bilan de la réunion de haut niveau sur la sécurité humaine organisée mercredi au siège de l'ONU à New York, en présence entre autres de Ban Ki-moon et de Sadako Ogata, la présidente de l'Agence japonaise de coopération internationale et ancien haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés. Lors de cette rencontre internationale, donc, les délégués ont discuté des stratégies d'élaboration d'un cadre intégré pour la sécurité humaine et pour appliquer davantage le concept de sécurité humaine au sein de l'ONU et au-delà. Sadako Ogata. Afin de refléter le concept de sécurité humaine dans les activités concrètes, les agences des Nations Unies ont mis en place quelques 200 projets dans 85 pays avec le soutien financier du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU pour la sécurité humaine. Grâce à cette expérience, nous avons appris beaucoup de précieuses leçons sur la reconstruction des communautés déchirées par la guerre, le renforcement de la résilience des personnes vulnérables exposées au ralentissement économique soudain et aux catastrophes naturelles, ainsi qu'à la lutte contre la violence urbaine. D'autres partenaires internationaux ont aussi commencé à appliquer de plus en plus le concept de sécurité humaine dans leurs opérations.